Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de René Schneider. Aujourd'hui, on continue cette série d'interviews avec Nicolas. Nicolas, comment on peut te présenter? C'est quoi ton titre officiel sur LinkedIn? Bonjour Aurélien, écoute, moi je suis ce qu'on peut appeler un ingénieur patrimonial. Donc, OK. alors j'ai mon propre cabinet, bien évidemment. En fait, je suis le professionnel qui va réfléchir dans une vision d'ensemble. Mmh. Quand on va regarder un patrimoine, par exemple, d'une personne, l'idée c'est qu'on va venir regarder 100% de son patrimoine, donc toutes les sphères qui vont composer son patrimoine. Et donc ça, on va regarder autant la famille, le pro, les revenus, la fiscalité, l'immobilier, le financier, enfin vraiment tout. Et donc ça, c'est le rôle de l'ingénieur patrimonial, de tout analyser pour trouver une stratégie et ensuite d'accompagner le client tout simplement pour mettre en place, en fait, les différentes préconisations qu'on aura fait, au préalable. OK, mais alors qui te consulte? Ce sont qui les gens qui viennent te voir? C'est Alors pour le coup, majoritairement, ça reste des chefs d'entreprise, heu, d'accord. qui vont avoir, ça peut être des TPE ou vraiment des grosses structures, peu importe. Et après, on peut avoir quelques particuliers, mais généralement, c'est quand même des particuliers qui ont des bonnes situations, et un niveau de revenu assez, confortable parce que, nous, on a un modèle économique qui est un peu différent. On fait beaucoup d'honoraires et peu de commissionnement. Et donc dans le milieu de la gestion de patrimoine, je pense que tu le sais, il y a beaucoup de conseillers qui vont faire du commissionnement et donc finalement qui prennent un peu plus de tout venant et il y a pas trop cette notion de conseil. Et on va plutôt avoir les conseillers, donc ingénieurs patrimoniaux, qui vont faire du conseil. Et donc là, il y a plutôt une notion d'honoraires. Donc forcément, sur la typologie de clients, bah, ça se ressent aussi, on n'a pas les mêmes clients. OK, et l'objectif de ces gens-là, quand ils viennent te voir, c'est quoi? C'est gagner sur leur fiscalité? Alors il y en a plein, enfin il y en a plein. Souvent, le premier truc, c'est la fiscalité qui ressort. Mais quand on discute un petit peu avec ces personnes-là, on se rend compte que c'est des gens qui veulent finalement développer leur patrimoine en général, le Mmh. structurer correctement, donc essayer de faire des économies, sur différents postes, que ça soit charges sociales, que ça soit impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, voire prélèvements sociaux, et que ça soit après la partie plutôt transmission et protection en fait, du noyau, dur qui va être, la famille et notamment, bah, les conjoints, de façon à conserver un confort de vie finalement et à la retraite, mais aussi en cas de décès par exemple d'un des conjoints. OK, alors, on pourrait prendre le parcours d'un jeune entrepreneur qui va, connaître un succès et si on partait, de la base, donc il décide de créer sa société. Est-ce que déjà à cette étape-là, d'un point de vue, patrimonial, il y a des choses à faire, il y a des choses sur lesquelles il faut être, vigilante? Alors, il y a des choses il faut être vigilant dès le départ. Plus tôt on est vigilant finalement, plus on fera les choses correctement et plus on aura une base qui sera solide, qui permettra d'avancer plus loin par la suite. Typiquement, quand on va commencer son activité, il y a un choix à faire qui va être la forme juridique et mécaniquement le statut social. Généralement, moi, ce que je conseille souvent là-dessus, ça va dépendre des typologies et des entrepreneurs, mais en général, quand on a un entrepreneur qui va pas forcément avoir de chômage, par exemple, ou très peu, j'aurais plutôt tendance à partir sur l'auto-entreprise. OK. Pourquoi? Parce que ça va permettre de palper son marché, de pas avoir des charges trop lourdes et de savoir finalement si, son offre répond à une demande particulière. Mmh. Si on a un chômage qui est assez, long, typiquement, plus d'un an, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Là, ce qu'on va plutôt aller rechercher, c'est une société dans laquelle on va pas avoir de charges sur, la partie sociale à payer. Donc typiquement plutôt une SASU, donc une société par action, unipersonnelle, qui va permettre finalement de pouvoir utiliser, enfin de percevoir son chômage, le temps de son droit et donc de pouvoir aussi développer son activité. Tout ça sans payer de, charges sociales, donc URSSAF, hein, sur une non rémunération comme c'est le cas par exemple pour un travailleur non salarié. Mmh. OK, d'accord, donc au départ, les points sur lesquels il faut être vigilant, de ce que je comprends, c'est le statut social. Parce que c'est vrai que si tu es en SARL, tu as tout de suite des charges, minimum obligatoires. Je crois qu'il y a 1 200 € quelque chose comme ça à payer, Exactement. En ouais. SARL, c'est toute la problématique, c'est que même si tu ne te verses pas de salaire, tu as des charges URSSAF à payer, et donc en fait, c'est dommage parce que c'est une perte sèche finalement en trésorerie
que tu pourrais mettre ailleurs pour faire du développement de l'activité, par exemple, ou même te constituer une trésorerie à un Mmh. moment donné. D'accord. Par contre, il me semble qu'en SARL, du coup, quand tu te verses une rémunération, tu as moins de cotisations qu'en SAS? Exactement. Une fois que tu as, on va dire, fait la fin de ton droit au chômage, et toujours pareil, ça va être aussi en fonction, si tu es tout seul, il y a pas de problématique. Si tu as plusieurs associés, la SAS peut être intéressante parce qu'elle est plus malléable finalement dans tout ce qui est, par exemple, droit de vote, sécurisation entre associés, et cetera. Alors que la SARL est beaucoup plus figée. Donc, si on est tout seul, effectivement, on peut partir par exemple en SASU, on commence à se rémunérer, on fait une bascule en EURL, donc une SARL, hein, unipersonnelle, parce qu'on a une différence. Grosso modo, si on devait l'imager, les cotisations URSSAF pour un assimilé salarié, donc un mandataire social en SASU, on va être sur l'ordre de 80-85 80, ouais. Mmh. à peu près. Alors que sur une SARL URL, on va commencer aux alentours des 45, c'est un petit peu plus en 45, ouais. réalité. Et en fait, c'est dégressif en fonction Mmh. du montant de sa rémunération pour tomber de 30 à 20. D'accord, OK. Ah oui, on arrive jusqu'à 20. Ouais. OK. Par contre, ce qu'il faut aussi penser quand on choisit la forme juridique, ça va être la retraite. On cotise pas de la même manière. Mmh. Donc ce qui veut dire qu'un dirigeant, par exemple en SASU, bah, qui va payer beaucoup de cotisations sociales, va cotiser plus pour la retraite que, un gérant d'une URL. Et donc en fait, il faut quand même le prévoir, il faut en être conscient rapidement parce que si on part sur le schéma de la SARL URL, il va falloir se préparer sa retraite. Mmh. OK. Ouais, ouais, donc c'est effectivement parce que quand tu dis: «On fait la bascule», c'est-à-dire on fait un changement de société, en fait, on fait? En fait, il y a une transformation de la structure. Donc il faut faire une assemblée générale, décider finalement que on modifie la forme juridique, OK. pour basculer d'une SASU à une URL. Mmh. Par contre, dans le cas inverse, entre une URL et une SASU, pour faire cette bascule, il faut ce qu'on appelle un commissaire à la transformation. Ouais, Donc d'ac dans le cas inverse, c'est pas le cas. d'accord. Et les 20, c'est à partir de combien de rémunération? C'est quoi? Comment ça se fait qu'on bascule de 45 à 20? C'est il y a un seuil? C'est une, Ouais, en fait, le seuil, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Typiquement, de 0 à 1 PASS, ce qu'on appelle, qui est le plafond, du coup, annuel de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on est à 46 000 et quelques. On est taxé à 45. Entre 1 PASS et 3 PASS, on passe à une tranche à 30. Et au-delà de 3 passes, on passe à une tranche, à 20. Donc mécaniquement, 3 passes, on est à un petit peu moins de 150 000 € de rémunération à l'année. OK, intéressant parce que c'est vrai que tu as l'arbitrage quand tu es en SARL, versement de dividendes, tu vois? C'est bon, c'est quand tu as la holding aussi derrière, tu vois? Mais Ouais, tu peux aussi il faut avoir cet arbitrage qui peut se faire, quoi. il faut un équilibre quand on a une rémunération de TNS et même de mandataire social. Il faut arriver à trouver le juste équilibre entre ce que ça coûte à la société, ce dont l'entrepreneur, lui, a besoin, dire pour vivre, et ses loisirs, et les différents projets qu'on va avoir de développement. Et il faut arriver à trouver un équilibre qui soit, assez parfait pour pas payer trop, parce que si on se verse trop de salaire, on paye beaucoup de charges sociales et beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc il faut trouver un juste milieu, et ce qui la différence finalement permettra d'aller faire du développement patrimonial intelligent. Mmh. OK. Bah, justement, j'évoquais la holding parce que moi, c'est vrai que je fais cette rémunération SARL et après c'est la holding en remontée de dividendes, je me paye, comme ça. Mais je connaissais pas l'histoire qu'on descendait à 20 sur les 3 passes, tu vois? Donc j'ai appris un truc. Donc je suis content de t'avoir invité. Et d'ailleurs cette holding, tu la conseilles quand toi? Quand est-ce qu'il est intéressant d'avoir une holding? Alors, la holding pour moi, c'est vraiment intéressant déjà quand on a une société qui fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'on a atteint un rythme de croisière, acceptable. On a un peu de trésorerie qui s'est accumulée au fur et à mesure des premières années d'exercice, et on a des projets de développement. Typiquement, quelqu'un qui veut juste avoir de la trésorerie et qui a pas de projet, par exemple, d'investissement, je sais pas moi, immobilier, par exemple, je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'avoir une holding. OK. En revanche, si tu as des projets d'investissement, là, ça peut avoir des intérêts pour soit faire une autre activité finalement et l'aider à se lancer, faire du développement, immobilier du coup par le biais, par exemple, de sociétés civiles, typiquement,
on serait capable de faire remonter les dividendes et de les apporter en compte courant associé, ou de faire une convention de trésorerie, par exemple, entre les différentes structures. Voire même, on pourrait être capable de compenser des bénéfices et des déficits entre les différentes sociétés. Si c'est le cas, par exemple, on a une activité qui fonctionne bien, une activité qu'on a lancée qui est aujourd'hui déficitaire, et on n'a pas d'IS, on a vraiment que du résultat négatif. Le fait d'avoir une holding permet de créer ce groupe-là et de faire une intégration fiscale, par exemple, dans ce cas-là, où on aurait 10 000 de résultats et 5 000 de déficit. On viendrait compenser les deux, on vient mécaniquement réduire l'IS. Mmh. Ouais, ouais, voilà, donc la holding, elle a plusieurs intérêts. Elle a l'intérêt là, puis elle a aussi l'intérêt dans une vente, hein, aussi, hein, si jamais on était amené à vendre, Alors oui, la holding, elle peut avoir l'intérêt dans une vente. Typiquement, il faudrait prendre le cas, par exemple, d'un entrepreneur, voilà, un restaurateur, par exemple. Un restaurateur qui va avoir 3-4 restaurants. Il arrive en retraite, donc il a fait ses restaurants, sa holding au-dessus. Typiquement, il y a quelqu'un qui veut venir lui acheter son activité. Ça sera plus facile de vendre la holding parce qu'on aura finalement tous les restaurants en dessous et toutes les fonds de commerce. mmh. Après, si effectivement on n'a pas de multiples activités, encore une fois, la holding a peu d'intérêt, je trouve, Mmh. dans ce cas-là, même en termes de cession. D'accord, l'apport cession, ces choses-là, c'est pas Alors intéressant dans là, ce cadre-là pour la fiscalité du cédant? bah, l'apport cession, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un report d'imposition, en fait. Donc ce report, il peut être purgé à partir du moment où, par exemple, on aurait, je sais pas moi, un dirigeant qui va donner, par exemple, les parts de sa holding à un enfant. Là, on viendrait purger la plus-value. Donc finalement, il y a un intérêt. Si on fait finalement qu'un réinvestissement sans jamais avoir de report, enfin sans jamais purger finalement le report, en fait, on repousse ni plus ni moins l'échéance. Mmh. Ouais, d'accord, OK. Oui, parce qu'il y a toute cette histoire aussi de réinvestir, dans les 2 ans Exactement. quand on fait l'apport et cetera, donc Donc des fois, il vaut mieux faire peut-être une cession même en interne, hein. Donc typiquement un dirigeant qui va détenir ses parts en perso, et qui veut faire un cash out, assez rapidement, il fait une holding, il fait financer la holding avec un prêt bancaire. Il mmh. revend ses parts et récupère du cash. Alors oui, il y aura de la plus-value, ça c'est une certitude, mais au moins ça permet de faire un cash out, à un horizon, assez rapide, hein. Ça peut être au bout de 3-4 ans d'activité, par exemple, et donc qui pourra servir pour un projet perso. Si on est un jeune dirigeant, par exemple, on a une valorisation qui est pas trop importante et ça peut servir pour faire de l'investissement locatif ou acheter une résidence principale, par exemple, ou autre. Mmh mh, mmh. Ouais, d'accord, OK. Bon, OK, donc cet intérêt de holding, voilà, et d'intégration fiscale pour constituer ce groupe qui nous permet de continuer, à avancer avec, des possibilités de gérer les déficits et de compenser les déficits d'un côté avec, Ouais, exactement, et puis tu compenser peux l'IS, aussi, quoi. ce qui est quand même cool, c'est de faire, circuler finalement du résultat, où tu le fais remonter dans la holding, et après tu vois ce que tu en fais, tu peux très bien le stocker pendant un temps et voir après ce que tu en fais. Si tu as un projet locatif, je sais pas moi, à l'horizon de 2-3 ans, Mmh. tu stockes et ça pourra te servir par exemple d'apport pour ton projet. Mmh. OK. Bon, on suit, la vie de notre entrepreneur et cet entrepreneur, bon, ça se passe très bien pour lui. Il a développé cette holding pour pouvoir réinvestir, ses bénéfices sans passer par la case, de l'impôt sur le revenu, voilà, et puis bon, il décide de céder. Alors c'est quoi les étapes? Parce que bon, c'est vrai que l'impôt sur les successions en France, il est colossal. Dès que tu dépasses un certain montant, tu te fais, allumer, mais bon, il y a toujours des passerelles qui permettent d'éviter en partie la fiscalité. Alors, ce serait quoi ton conseil sur une transmission? Alors sur une transmission, il y a plusieurs questions, plusieurs notions. Il y a, déjà savoir si cet entrepreneur-là, il a des enfants. Par exemple, s'il a des enfants et que ses enfants veulent, récupérer l'activité, on peut mettre en place un pacte du treuil, par exemple, qui Mmh mh. permet d'alléger énormément la fiscalité, sur la transmission, en fait, de l'outil de travail, hein, qui a été créé, ni plus ni moins. Bon, il y a des engagements à tenir, il y a tout un tas de choses administratives, et c'est pour ça que sur ces sujets-là, il faut vraiment être accompagné parce que c'est assez technique, et donc là, on peut avoir une baisse finalement de 75 du montant, de la structure, ce Mmh. qui fait quand même une belle baisse
de fiscalité. Après, on peut faire du démembrement de parts aussi. Donc typiquement, prendre la valeur d'une société, je sais pas moi, qui vaudrait 1 000 000 là-dessus, avoir un dirigeant qui a moins de 60 ans, on fait une donation de la nue-propriété aux enfants, bah, finalement, on va donner 500 000 et à terme, on aura bien donné 1 million au décès, par exemple, du dirigeant. Et donc là, mécaniquement, on a une baisse de fiscalité. Mmh. Parce que si on le fait, on va dire un schéma assez bête, hein, assez facile. Demain, on a un dirigeant, il a une boîte qui vaut 600 000. Voilà, il a 100 000 euros d'abattement pour son enfant. Grosso modo, son enfant va payer 100 000 euros de droits de succession si rien n'est fait. Mmh. Donc, ce qui est quand même un sacré budget. Si on fait du démembrement, bah déjà, on le divise par deux, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, c'est Donc, ça, hein. c'est quand même assez intéressant. Parce que, enfin, on divise par deux, ça va dépendre de l'âge, bien évidemment, mais dans notre cas, au moins de 60 ans, ce sera ce cas-là. Et donc, finalement, ça a quand même un beau levier mécanique, hein, tout simplement. Et moi, je préfère que mon fils, il ait 50 000 à payer plutôt que 100 000, quoi. Ouais, ouais, d'accord, OK. Puis après avec les Dutreuil, tu peux encore avoir des Ouais. Et ce qu'il faut regarder dans la partie transmission, ce qui va être très importante en fonction de comment on transmet l'entreprise, ça va être qu'est-ce que veut le dirigeant? Est-ce que le dirigeant veut, par exemple, transmettre, mais rester toujours dans l'entreprise, par exemple, et se payer, en tout cas gérer l'entreprise pendant encore quelques temps avant de faire la passation? Mais ça, typiquement, il y a des contours juridiques à avoir pour vraiment lui laisser les mains libres sur la gestion de son entreprise. mmh. Faut pas qu'il se retrouve à un moment donné, parce que ça peut arriver, moi je le vois assez régulièrement. On D'accord. a un dirigeant, on a un ou des enfants qui va reprendre plus ou moins l'entreprise. On a un plus un qui vient s'ajouter dans le lot. Le plus un est pas en adéquation sur certaines choses, enfin voilà, pousse un peu finalement son mari, qui est le fils de l'entrepreneur, à récupérer du cash, alors que c'est pas la politique de l'entreprise et forcément du papa. On peut vite avoir une problématique là-dessus si rien n'est sécurisé, où finalement l'enfant pourra le faire, alors que le père n'est pas en accord avec ça. OK. OK, OK. D'accord, donc voilà, c'est toute une, réflexion stratégique parce que c'est vrai que si tes enfants veulent ou pas, continuer, l'activité aussi quoi, c'est s'ils veulent Ouais. s'engager ou pas dans l'entreprise donc ça c'est aussi, des questions qui se règlent un peu au fil de l'eau Ouais, et complètement, c'est une notion assez importante qui malheureusement est difficilement anticipable parce que, mmh mh. bon, beh, quand tu as 18 ans, tu sais pas si tu vas reprendre l'entreprise de ton père ou ta mère, Mmh. Mmh. et donc bon, bah, en fonction de quand tu as eu tes enfants, question peut se poser. Mmh. Mmh. Ouais, bien sûr. Hem, Aujourd'hui, dans ton activité de conseil, sur quoi tu es le plus sollicité? C'est quoi les plus grosses difficultés des entrepreneurs aujourd'hui? Il y a des choses qui sont dominantes? Alors la première chose qui ressort tout le temps, systématiquement, c'est faire sortir du cash de la société, OK. sans impôt. Ça, c'est une question qui revient très régulièrement. Il y a bon, toutes les notions de fiscalité et de rémunération, donc finalement arriver à trouver ce juste équilibre et qu'est-ce qu'on fait de sa trésorerie qui est dormante? Alors c'est on va dire, c'est les 3 grandes questions d'un dirigeant d'entreprise qu'on va retrouver, centrées sur la partie entreprise, hein, bien sûr. Mmh On mh. pourrait l'étendre, tous les chefs d'entreprise veulent faire de la transmission et cetera, mais on va dire que si je devais les hiérarchiser, ça serait plutôt dans cet ordre-là, ouais. Donc c'est l'hypothèse où c'est des entrepreneurs qui ont beaucoup de trésorerie dans l'entreprise, c'est ça? Ouais, alors beaucoup, c'est toujours pareil, ça dépend ce que tu appelles Oui, beaucoup. Mais c'est mais en c'est tout des dirigeants qui ont des excédents de trésorerie, de au moins 100 000 €, qui est dormant et en fait, ils savent pas quoi en faire parce que la société, elle est à maturité. Grosso modo, ça se passe bien, les charges sont payées, on arrive même à faire un peu de trésor, tous les ans. Donc finalement, bah, qu'est-ce qu'on va faire de cette trésorerie qui dort sur le compte courant? mmh et Aujourd'hui, comment tu il y vas-y, avait vas-y. aujourd'hui, il y avait la tendance qui était de faire des comptes à terme. Oui. Parce que le compte à terme, finalement, rémunère, plutôt bien, de par l'inflation, mais ça reste éphémère et ça reste, on va dire, très mesuré par rapport à ce qu'on peut aller chercher, quoi. OK. Et alors quand tu as cette problématique qui est devant toi, qui est devant ces entrepreneurs, toi comment tu orientes le conseil? Comment tu construis un peu ça?
Alors, toujours pareil, ce qu'il faut venir regarder, quand j'ai un dirigeant, par exemple, qui veut sortir de la trésorerie, Mmh. la vraie question, c'est de savoir pourquoi il veut la sortir. Est-ce que c'est parce que ça lui fait mal au cœur d'avoir de la trésorerie dans l'entreprise et finalement, il veut la sortir parce que, il aimerait bien la récupérer sans fiscalité? Ou est-ce qu'il a vraiment un projet derrière? La question, elle est là. En fonction du cas, si c'est quelqu'un qui veut vraiment la sortir, on aura un horizon, en fait, finalement de placement et de sortie qui peut être assez long. Donc l'idée, pourquoi pas faire de l'investissement en démembrement, par exemple? Mmh. La structure achète l'usufruit, le dirigeant achète la nue propriété, on a une durée déterminée. À la fin de cette durée-là, l'usufruit sort de la structure. On a sorti finalement la valeur de l'usufruit sans fiscalité, sans cotisation sociale. Donc Mmh. là, on a quand même un carton plein, sur les économies. Après, on peut combiner développement patrimonial si on a un projet, par exemple immobilier, de faire la même chose en démembrement, mais sur un bien existant. Donc ça peut être des bureaux, ça peut être du locatif, ça peut être un mix des 2. Et pareil, finalement, ce qu'on va faire, ni plus ni moins, c'est que la valeur d'usufruit va sortir de la structure à un horizon donné. Et là, pareil, on aura sorti et créé du patrimoine, en fait, sur une longue durée. Alors là, c'est vraiment dans les grandes lignes, hein. Tu te doutes bien qu'il y a pas mal de contours à Bien sûr. regarder, des choses à budgétiser. Mais grosso modo, le démembrement, c'est vraiment une astuce très, très puissante pour les dirigeants pour sortir du cash. OK. Bon ça c'est intéressant parce que c'est vrai que le démembrement, il est peu connu au final. Il est peu, Il est peu il connu, c'est quand même une particularité française, hein. ouais. On a ça que chez nous, et donc finalement, ça, c'est hyper intéressant de l'utiliser parce que ça a des vertus de transmission, d'économie, même de rentabilité pour une entreprise et heu et c'est vraiment enfin, c'est un art, hein. Pour moi, c'est vraiment un art et c'est un dispositif qui est, vraiment, vraiment très, très puissant. Mmh. OK. Et donc cette consultation, comment on peut te contacter? Comment ça se passe? C'est quoi les étapes, si quelqu'un voulait te consulter, comment ça se passe? En fait, comment tu peux me contacter? Il y a plusieurs façons de me contacter. Si tu as LinkedIn, c'est quand même un plus, parce que je suis très Mmh. actif là-dessus. Oui. Sur LinkedIn, tu as un encart où tu peux prendre rendez-vous avec moi directement. Donc tu as accès à mon agenda et pour le coup, on se positionne un rendez-vous 45 minutes et là, on discute vraiment de ta situation, perso, pro, un petit peu des objectifs. J'essaie de cibler les objectifs aussi qu'on peut avoir ensemble. Je t'explique un peu comment on travaille et puis là, on voit si, déjà il y a des opportunités, d'amélioration par rapport à ce que tu as mis en place et si, il y en a, bah, là, effectivement, l'idée, ça sera de faire un audit complet pour voir tout ça. Donc ça, tu peux retrouver mes coordonnées pareil sur LinkedIn, dans, tout ce qui est, coordonnées. Tu peux taper le nom du cabinet, STNK Conseil sur Mmh. Google, donc on a une page là-dessus. On n'a pas de site OK. internet parce qu'on n'avait pas envie d'avoir un site vitrine, donc là-dessus, Ouais. on va Et s'étonner si on m'en trouve pas. et comment on travaille avec toi après? C'est quoi comment tu te rémunères? C'est quoi la fréquence? C'est co co comment ça se passe après? Alors en fait, quand tu viens bosser avec moi, tu signes pour un accompagnement à vie. Ça peut paraître très beau sur le papier et faire rêver, mais pour le coup, c'est vraiment ce qui se passe. OK. En fait, si tu veux, nous, Donc faut pas que tu décèdes déjà. Ça c'est déjà exactement, c'est hyper important. déjà c'est déjà un premier point. En fait, si tu veux, on travaille sur un audit patrimonial. Ça, c'est un document, en fait, qui va se découper en 3 grandes parties. La première, ça va être une analyse du patrimoine existant. C'est un peu ce que je t'ai dit au départ. On va regarder la famille, les liens juridiques, la fiscalité, le financier, le bancaire, l'immobilier, la transmission, les sociétés, la rémunération, les trésoreries, tout, tout, tout. Ça va me permettre finalement d'avoir un peu de contexte, la structure du patrimoine et détecter des points de vigilance. Ensuite, moi, je vais rédiger une stratégie patrimoniale qui va tout simplement, répondre aux différents objectifs qu'on a, émis ensemble. Donc comment structurer, comment se développer, comment transmettre, comment optimiser, faire des économies et cetera. Il y a pas de limite, hein. Mmh. Ensuite, je te refais une analyse, une fois que tu as fait cette feuille de route, en partant du principe que tu as tout mis en place. Ce qui va te permettre tout simplement d'avoir un avant-après, Mmh. sur, les projections en fait, des économies, de structuration et cetera. Je t'explique tout ça, je t'accompagne à le mettre en place et une fois que c'est mis en place, on fait des points de suivi, donc tous les ans ou plus ponctuellement quand tu as des questions.
de façon à ce que moi je puisse y répondre et qu'on puisse par exemple implémenter les nouveaux projets, à la stratégie de base et la faire évoluer dans le temps. Donc c'est pour ça que je te dis tu signes à vie parce que, l'idée c'est vraiment d'avoir une relation long terme et c'est là où on est le plus pertinent. Mmh. Moi, je me rémunère sous forme d'honoraires comme je t'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de conseil, parce que, c'est beaucoup plus objectif et impartial, dans une situation que finalement de dire: «Bon beh, fais un PER» parce que moi sur le PER je te commissionnais 10. Donc en fait, moi ça m'arrange bien si tu fais un PER, tu vois? Mmh. OK. Donc tu es moins dans la vente de produits, mais plus dans quelque chose de sur mesure, quoi? Ouais, moi c'est vraiment du sur mesure et très axé sur le conseil global. Alors je dis pas qu'il y a jamais de produits, il y a des produits, hein, dans les audits que je fais, parce que des fois il y a des produits qui sont vraiment intéressants. Typiquement une assurance vie sur la partie transmission, c'est hyper intéressant. Heu et après, pour le coup, l'idée, c'est de mettre en place les choses au fur et à mesure, Mmh. et d'arbitrer ce qui est juste finalement, et ce dont vraiment le client a besoin. Parce que ce travail de conseil, aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu vas naturellement au départ, en tout cas, te tourner un peu vers ton expert comptable, en fait. C'est un peu Ah l'expert beh, comptable qui est ton interlocuteur, c'est le Dieu bah, vivant. voilà, du quotidien ou en tout cas, qui est présent là. Mais c'est vrai que moi, pour, en avoir eu quand même plusieurs des experts comptables, il y a toujours une limite un petit peu dans leurs compétences, parce qu'ils ont quand même une compétence d'expertise comptable. Mais l'expertise comptable et l'expertise patrimoniale, c'est quand même 2 mondes qui sont quand même assez Ça a séparés, rien hein. à voir. En Ouais. fait, l'expert comptable, contrairement à ce qu'on pense, c'est une personne qui est bonne pour faire des bilans. C'est-à-dire que c'est une personne qui va te dire, voilà, ton entreprise, elle est en bonne santé ou elle est en mauvaise santé. Il peut t'aider pour les plus performants à choisir une forme juridique avec un statut social. Il va rarement t'aider sur la partie rémunération parce que c'est pas son domaine et par contre tout le reste, les excédents de trésorerie, la structuration globale, le patrimonial, la transmission, tout ça, l'expert comptable n'est pas formé à ça et c'est pas Mmh. son métier. Et donc du coup, tu te retrouves dans un moment où tu as l'entrepreneur qui tourne, qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Donc en fait, il ne sait pas qu'il n'a pas de nouvelles possibilités de réinvestissement, de structuration, et cetera. Et donc je suppose que toi, des fois, tu as des situations où tu vois que pendant des années, il y a eu de l'argent qui est parti, dans de la fiscalité ou Clairement, ça doit être dingue ça. là, j'ai un exemple hyper clivant, j'en ai plusieurs même, mais un qui m'a vraiment marqué. Un dirigeant qui vient me voir, qui vend sa société. Très bien, donc projet de vente, c'était pas encore fait. Son avocat a finalement fait tout ce qui est contrat de cession et cetera. Il vend la société et en fait, moi, je commence mon audit, il m'a dit: «Ouais, voilà, j'ai vendu la société, super, j'ai récupéré tant, nani, nanana, bah, tiens, couffin» et je lui dis: «Mais non, mais il fallait pas la vendre parce qu'en fait, il fallait attendre que moi j'ai terminé mon travail ou venir me voir avant» et ça, c'est un petit peu quand même un défaut de conseil de l'avocat. Il s'est fait fiscaliser du coup sur la valeur du le prix de cession. On était à un prix de cession à 1,2 million. Mmh mh. Mmh. Donc ça fait 360 K de fiscalité, grosso Ouais, modo. ce qui est énorme. Et Ce qui aurait toi, pu être évité. voilà, ton intervention, tu dis c'est quelque chose qui aurait pu être évité du coup? Mais ça, les 360 000 €, on aurait pu les éviter, et les faire réinvestir ailleurs et transmettre après la holding, par exemple, dans laquelle il était, à ses enfants, même si, c'était une holding passive, mais au moins on aurait purgé cette plus-value-là et on aurait fait une Mmh. économie de 360 000 €. Mmh mh. Contre des Voilà. honoraires, moi, par un dirigeant comme ça, je l'ai pris, je suis hyper transparent là-dessus, 6 000 €, hors taxes. Ouais. Bah, tu vois, le retour sur investissement, il est quand même considérable. Bah, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors ça, c'est des situations un peu, extraordinaires, mais même dans les situations du quotidien, tu dois avoir des entrepreneurs dans le quotidien qui tous les ans perdent de l'argent parce qu'ils ont pas la bonne structuration, non? Ah bah, j'en ai plein. J'ai des clients qui sont, par exemple, en entreprise individuelle, Mmh mh. l'IR ou à l'IS, donc ils sont imposés finalement sur 100 du résultat, alors que finalement ils ont pas besoin de ce résultat.
Ils ont besoin que Ouais. d'une rémunération peut-être de 2 000 à 3 000 € par mois. Et Mmh. donc là, hem, tout le gaspillage de charges URSSAF qu'il y a, franchement, il se compte en centaines de milliers d'euros sur des durées de peut-être 5 ans. Ouais, ouais. C'est énorme, Mmh. Mmh. qu'on Je aurait pense pu que rediriger sur des projets, divers et variés, hein. ouais, ouais. Tu sais, ça me fait penser un peu à un parallèle, ce matin, je faisais des examens, médicaux, tu vois? Les 40 ans et cetera, tu fais un peu tes examens, voilà et je trouve que c'est un petit peu pareil, chaque entrepreneur qui arrive à une certaine maturité dans son business devrait faire son bilan de santé, pas patrimonial, tu vois? Et tu vois? Parce qu'en fait, c'est vrai que tu avances, tu commences à construire, tu as peut-être une deuxième entreprise, tu as peut-être des bon voilà, tu t'es développé, tu as des salariés, tu commences à te payer. Bon voilà, tu es heurté un peu à cette question de la fiscalité. Mais un petit peu comme tu fais le bilan de tes assurances des fois, tu vois? Tu sais, Mmh. des fois tu fais le tour de tes contrats, tu fais: «Bon alors mes assurances, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je réinterrogerai pas, plusieurs courtiers et cetera. Enfin, tu fais un peu le bilan. Ben on devrait avoir, ce réflexe du bilan patrimonial qui doit arriver à une certaine, étape, tu vois? Quand on commence à bien tourner. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi, là-dessus, je pense vraiment que il faut que ça rentre dans les mœurs parce que, pour un dirigeant, c'est que d'ailleurs comme ça que je fais le parallèle en général. Souvent, on gaspille peut-être 5 à 10 ans de salaire, de Ouais, c'est rémunération. ça. Mmh mh. Donc 5 à 10 ans de rémunération sur quelqu'un qui va se payer, par exemple 4 000 €, bah, ça fait un paquet d'argent Mmh. qu'on est capable de mettre ailleurs pour la retraite, par exemple, pour des projets divers, pour du confort de vie. Mmh mh. C'est dommage de passer par là et malheureusement, on est assez mal informé de l'existence de ce métier-là, je trouve. En Mmh. tout cas, il a une connotation très, péjorative parce qu'on a beaucoup de vendeurs de produits. Ouais et puis Heu, il y a beaucoup de mauvais, hein, faut le dire et aussi. il y a beaucoup de mauvais aussi, bien sûr. C'est Mais, et puis en France, c'est pas ancré dans les mœurs de payer de l'honoraire. ouais. Alors les dirigeants les plus aguerris et ceux qui ont cette philosophie-là, il y a aucun problème et ils savent vraiment l'intérêt qu'il y a. Mmh. Mais j'en ai certains qui palpent pas encore cet intérêt, et j'en ai qui ont pas palpé et qui m'ont rappelé par exemple 2 3 ans plus tard, Mmh mh. Mmh. en me Ouais. disant: «Bah ouais, mais en fait, si j'avais su Nicolas, je vous aurais écouté quoi». Bah oui, oui, je vous Mmh. l'avais dit. Voilà, c'est ça, c'est toujours un petit peu cette arrivée un peu tardive, mais encore une fois, les gens ne sacheront pas ce qu'ils ne savent pas. Tu vois, ils ont même pas la problématique pour eux n'existe même pas, en fait, parce qu'ils ont pas le pour eux, il faut payer l'impôt, tu as ta flat tax ou tu as ta rémunération, RSI ou voilà, C'est cotisation. certain. Mais, c'est sûr que les experts comptables là-dessus, ils ont un rôle, pour moi essentiel. Ils devraient sensibiliser les choses et Mmh. vraiment rediriger sur des personnes compétentes. Parce que j'en ai eu, hein, moi, des comptables qui s'improvisaient un peu gestionnaire de patrimoine. Franchement, c'est connerie sur connerie, quoi. Bah, ouais, ouais, bien sûr et toi, tu fais un super travail, je trouve, sur LinkedIn. Vous êtes quelques-uns là à faire vraiment ce travail de vulgarisation, voilà, de notions, soit juridiques, soit comptables, soit voilà, de fiscalité et c'est intéressant parce que justement ça il y a il y a cet éveil un petit peu qui est fait auprès des entrepreneurs qui ont le temps d'aller sur LinkedIn aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi ça, c'est parce que tout le monde ne va pas sur LinkedIn. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de c'est pour ça que je voulais t'avoir sur la chaîne parce que je trouve que c'est important qu'on évoque ces sujets-là et puis qu'après, voilà, que les gens puissent, se tourner vers des gens comme toi pour, justement éviter de gaspiller, inutilement, de l'argent dans de la fiscalité ou dans des charges qui sont ce qu'elles sont. Qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs, cette fiscalité en France? Comment tu l'aperçois toi? Tu veux vraiment mon avis? Oui. Hem, alors, moi, j'ai aucun problème à payer de l'impôt sur le revenu. Je peux le comprendre. Les taux sont hauts, enfin les pourcentages sont relativement hauts, mais je peux le comprendre parce qu'en France, on a quand même beaucoup de services. Mmh. Ils sont ce qu'ils sont, pas forcément réactifs et tout, mais on a quand même beaucoup de services et on a la sécurité sociale. Je peux comprendre qu'on paye de l'impôt sur les sociétés. J'ai pas de souci avec ça. Une chose que je refuse de comprendre et que je comprends, mais que je me refuse d'accepter, c'est la TVA. OK. La TVA, quand on fait le parallèle,
Donc Mmh. c'est bien une taxe sur la valeur ajoutée. D'accord? Mmh mh. L'impôt sur les sociétés, c'est quoi? C'est un pourcentage sur ton résultat. Ton Mmh. résultat, c'est quoi? De la valeur ajoutée. Mmh. Donc en fait, pour moi, c'est 2 impôts qui sont exactement pareils. Mmh. Et aujourd'hui, je trouve que pour un entrepreneur, c'est dur de se dire que je suis un collecteur pour l'État et que finalement, il y a un jour dans la semaine où je bosse pour l'État. Ouais, puis cet impôt, il est complètement injuste puisque tu vas acheter, un paquet de je sais pas quoi, bon et c'est il y a des taux réduits, mais tu es quand même, fiscalisé que tu gagnes 1 ou 250 donc c'est vrai qu'il y a pas cette proportion aussi, quoi. Exactement. Après, tu vois, toutes les questions de cession d'entreprise et de dividendes, là où j'ai un peu de mal, c'est que typiquement, je peux comprendre qu'on paye de l'impôt, donc tu vois les 12,8 ou l'option du barème, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, les prélèvements sociaux dessus, en fait, je trouve que c'est aberrant. Il y a plus de prélèvements sociaux que d'impôts. Mmh mh. Donc il y a pas de logique. Et dernière chose, sur la partie URSSAF, je pense que pour un entrepreneur, on devrait lui laisser le choix, Mmh. de savoir, en tout cas, s'il veut cotiser à la retraite. Déjà rien que ça. Ça allégerait les cotisations sociales, ça permettrait de remettre de l'argent dans l'économie finalement, concrète et vraiment aux dirigeants de se dire: «Je vais préparer et je vais te donner des billes pour que tu prépares ta retraite toi de ton côté», parce qu'on sait pertinemment que toi tu vas beaucoup cotiser, mais tu auras rien à la fin. Mmh mh. Ouais, tout à fait et comment tu vois un peu les évolutions là? Bon, on sait que le déficit a été très fort cette année, plus fort que prévu et cetera. Est-ce que toi, tu sens que les choses vont se resserrer en termes voilà, de niche fiscale ou des possibilités que tu peux proposer aujourd'hui? Comment tu sens les choses un petit peu? Alors moi je pense qu'on va avoir beaucoup plus de travail, dans le sens où le toute la partie niche fiscale et cetera, elle changera pas parce que, ça permet finalement de financer de l'économie. Tu vois? Que ça soit, les programmes immobiliers en défisc, par exemple, bon, j'y crois pas forcément, de mon côté, mais bon, Mmh. ça permet de créer des logements et finalement de loger des gens, donc ça a quand même une vertu sociale. Je sais pas moi, des investissements Girardin, ça permet finalement de financer les DOM-TOM, ce genre de choses, donc je pense que c'est essentiel, si tu veux et ça va pas péricliter. Par contre, je pense qu'on va avoir une refonte, des tranches et une augmentation de la fiscalité. Donc par exemple, une augmentation de la TVA, peut-être de 1, Mmh. ça me Mmh. choquerait pas. Là, revenir à une tranche, par exemple, soit de 11 à 14, on la remet dans l'autre sens, ou alors peut-être d'augmenter la tranche à 30, 41 et Mmh mh. 45. Donc peut-être de passer, tu vois, à 35, 32, 33 et ainsi de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Ça me choquerait pas. Je pense que les prélèvements sociaux, bah, pareil, hein, je pense que, on arrivera à 18, 19, 20. Je pense qu'on y arrivera à terme, hein. Donc je pense qu'on aura plus de travail finalement de structuration pour essayer de minimiser les assiettes taxables, en fait, sur ces impôts-là. Mmh. Ouais, Tu parce vois, que c'est l'IS, vrai c'est que t pareil. L'IS, on parle de le remettre à 33. ouais, mais ça va être difficile, mais bon, je pense que le la ce qui est fou dans ce pays, c'est à quel point les choses sont complexes, tu vois? C'est vraiment, c'est illisible, tu vois? Il y a un manque de lisibilité quand tu as des charges et tout, tout ça est très, très illisible. Tu as une Ah fiche de oui, paye, un c'est tout est tu caché, tu comprends vois? C'est vraiment, tu comprends rien. Je pense que le système est fait pour que tu comprennes pas. Vraiment. ouais, Parce que je trouve que si tu as la notion de ce que tu donnes à l'État, je pense que vraiment, demain, même les plus riches, hein, tu as beaucoup de gens dans la rue, mais tu as beaucoup ouais, ce serait compliqué, ouais. parce que tu donnes énormément à l'État. Quand tu vois qu'un dirigeant, pour payer un salarié, grosso modo, il fait fois 2. Je te Ouais. donne 2 000 € net, en fait, j'en paye 4. Et Mmh. tous les dirigeants, je pense, il y en a aucun qui me contredira, préféreront donner 4 à son salarié plutôt que de donner 2 et 2, hein. Mais oui, oui et moi, tu vois, j'ai eu cette problématique et je l'aurai encore dans le futur, c'est que tu arrives à des seuils où tu payes beaucoup, tu vois? Quand tu payes des salariés, tu voudrais encore augmenter, mais là, c'est vraiment trop, en fait, tu vois? Il y a des paliers, en fait, tu vois? Tu passes un palier et ce palier-là, il est compliqué à passer parce qu'économiquement, il est très cher, en fait. Et donc, ouais, c'est alors après, bah, voilà, tu as des primes dites Macron, tu as des primes machin, voilà, d'intéressement et cetera. Donc tu le fais autrement. Mais c'est vrai que c'est quand même pas franc, tu vois? En fait, Ouais, parce que on c'est pas cale la suffisant. ouais, voilà, on cale une société sur un seuil, en fait,
tu vois, cette fameuse classe dite moyenne là, voilà. Et Mmh. quand tu veux passer au-dessus, c'est compliqué. Il faut vraiment être dans les très, très riches, tu vois? Après c'est une sorte de il y a un gap en fait, tu vois? Oui, oui. Et de toute façon, en France, je pense qu'on a une idéologie de dire: «Tu es dirigeant d'entreprise, donc tu as de l'argent». mmh, mmh, Vraiment, je pense que c'est ça, hein. mmh. Alors que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui en France, c'est ceux qui créent de la valeur, hein, ni plus ni moins. C'est ceux Ouais, c'est qui ça. font que la France est attractive, c'est ceux qui font que, la France a autant de budget, pour, les différentes choses. Et là où je pense qu'on a un manque de visibilité assez important, c'est sur qu'est-ce qui est fait de cet argent-là? Ouais, Parce que pour moi l'État, et c'est là où on n'est pas bon, l'État devrait raisonner comme une entreprise. ouais. C'est-à-dire qu'elle a des charges, elle a des recettes, et donc finalement, il faut équilibrer les choses. Alors qu'aujourd'hui, l'État dépense de l'argent qu'il n'a pas, Mmh, sur des choses qui sont, à mon sens, pas forcément essentielles. mmh. Oh, c'est un éternel débat, hein, de toute façon, hein, mais c'est Mmh. vrai que, la moi, je trouve vraiment que un des jeux quand tu commences à gagner un peu d'argent, d'être entrepreneur et cetera, c'est justement d'avoir cette vision de jeu et de pouvoir, slalomer entre toutes les règles et de les comprendre et de pouvoir en jouer, quoi. Donc c'est ça qui devient un petit peu la règle à partir d'un certain level. C'est de faire ce travail-là parce que sinon t'es carbonisé par, tu Mais carbonisé par sinon la sinon tu es mort, hein, sinon c'est, la fiscalité est trop confiscatoire. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, peut-être qu'un jour on arrivera à plus de clarté, mais je crois que c'est pas pour demain quand même, hein. Je pense qu'on est quand même parti pour encore quelques années voilà, de complications et tu ton métier a encore beaucoup d'avenir, je pense. Faut juste qu'il se Oui, fasse alors plus connaître, c'est tout. je pense que là-dessus, ouais, il y a du travail, il y en aura parce que, il y a tellement de sujets, qui préoccupent les dirigeants que finalement et puis ça va pas aller en s'arrangeant. Il y aura des Mmh. préoccupations de plus en plus grandes sur tout un tas de sujets. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que mon métier soit plus connu, qu'il soit plus démocratisé. Ça serait important, et qu'il y ait un vrai tri dans la profession. Ça serait très important aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, déjà, voilà, quand on voit la qualité de ce que tu postes sur LinkedIn, on peut déjà, comprendre un petit peu, quel type d'interlocuteur on a en face de Ouais, bien soi, sûr. quoi. Donc ça, c'est déjà une bonne façon de faire parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais la qualité voilà, de la personne qu'on va avoir en face de soi quand on demande du conseil, que ce soit un avocat, un expert comptable et cetera. Bon, il y a des techniques pour, déceler les gens qui sont meilleurs que d'autres, mais c'est vrai que c'est pas toujours, simple. Non, non, c'est pas simple. Tu as une offre qui est très grande pour, finalement, une poignée de personnes qui sont, je pense, très compétentes. Mmh. OK, bah, écoute, est-ce que tu voyais d'autres choses à dire ou à parce qu'on est parti dans cet élan un petit peu, politico-philosophique, mais Bah, écoute, non, pas spécialement, pas spécialement. Moi, je suis dispo, si vraiment tu as des questions, ou les gens qui vont nous regarder, écouter, oui, pareil, ont des questions, c'est avec grand plaisir pour y répondre. Qu'ils hésitent pas, du coup, à venir voir sur LinkedIn un peu ce que je fais, même au niveau des fiches, sans forcément me contacter s'ils ont pas de besoin, mais ne serait-ce que regarder déjà tout ça, parce que c'est une mine d'informations qui est, je pense, assez inestimable aujourd'hui, oui. qui permettra de répondre à certaines questions, et puis ceux qui veulent pousser, avec grand plaisir pour répondre à tout cet univers qui est très, très complexe et très opaque. OK, bah, Nicolas, merci beaucoup pour cet échange et puis, bah, chers amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci à toi. Ciao.